Voilà. Ok. Pam, 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 pam. Voilà, voilà. Bonsoir à toutes et tous. Bien, ben, bon Ramadan. Merci de nous rejoindre ce soir. Nawal, tu es là? Oui, je suis là. Tu peux te montrer. Oui, oui, oui. Ok, ok. Voilà. Coucou Nawal. Coucou. Bon, bien. Presque l'heure. Bonjour Fatima. Bonsoir plutôt. Bonsoir Assia. Docteur Sedratil Bachir. Youssef El Kayate. Fatima Kauta Shaika. Kaoula. Marwa. Myriam. Salma. Touria. Youssef. Je ne sais pas qui joue. Non, je pense que j'ai tout dit pour le moment. Voilà. Ah, il y en a encore quelqu'un qui arrive. Ok. Bien, ben, il est l'heure, Nawel. On commence? Oui. Oui, c'est l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, mais profondément humain. Je parle du burn-out, du médecin et du psychologue. Ceux qui consacrent leur vie à soigner, à écouter, à soutenir les autres sont parfois ceux qui s'autorisent le moins à reconnaître leur propre épuisement. Sur le plan scientifique, le burn-out n'est plus considéré comme une simple fatigue, mais comme un syndrome complexe mêlant épuisement émotionnel et perte du sentiment d'efficacité professionnelle. Les neurosciences et les recherches récentes montrent combien l'exposition prolongée au stress relationnel modifie les mécanismes cognitifs et affectifs et décisionnels. Donc, cette conférence a pour objet d'ouvrir un espace de compréhension, de réflexion, de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue réellement derrière l'épuisement des soignants et des thérapeutes, surtout réfléchir sur des pistes concrètes pour préserver l'équilibre psychique de ceux qui accompagnent les autres au quotidien. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Yves Wautier-Freeman, psychothérapeute, formateur, superviseur reconnu pour son expertise dans la prise en charge des traumas complexes avec des troubles de l'attachement. Aujourd'hui, il va partager ses 25 ans d'expérience dans les neurosciences et les approches somatocognitives. Personnellement, j'étais sujet à un burn-out et j'ai fait des séances de thérapie intensive avec Yves et alhamdulillah, ça a vraiment changé ma vie. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui avec Yves et j'aimerais que d'autres personnes profitent de son expertise. Marhaba bikoum. Bonjour Yves, à toi la parole. Ah, ben, bonsoir Noël, merci pour cette présentation, puis merci de ton témoignage aussi. Effectivement,
je me rappelle que une des premières fois, une des premières choses que tu m'as dites quand je suis venu à Mohamedia, c'était que tu dormais avec la lumière et que tu n'osais pas dormir dans le noir. Et alors, j'étais un peu étonné et je lui ai dit, mais tu sais, ça se répare, hein. Et alors, je me rappelle que tu m'as dit, ah bon? Et j'ai dit, bah oui. Et on a fait une session, hein, donc, Oui, c'est ça. et on t'a Et libéré pourtant, de... et pourtant, j'ai fait à peu près 18 ans de psychothérapie avec des psychologues, des gens qui travaillent par les thérapies cognitivo-comportementales, et j'ai toujours rechuté jusqu'à ce que je découvre la technique de SEB. Peut-être que il va vous parler de SEB par la suite, mais la parole est à toi. Ok, merci. Voilà, donc je vais partager. Bon, d'abord, je vous remercie. Je vous remercie d'arrêter de manger pour venir me rejoindre, parce que j'imagine que voilà, en plein Ramadan, c'est quand même pas le plus simple non plus. Donc, voilà, mais en tout cas, c'est vrai que quand Nawel a proposé d'organiser une série de Le conférences, soir. voilà, j'ai dit bah oui tout de suite. Pour moi, il est tard, hein, parce qu'il est déjà 22 heures, donc je suis encore plus tard. Et j'ai commencé à 8 heures ce matin, donc ça commence à faire long. Mais voilà, je me suis dit, c'est une bonne idée. Donc, ce que je vais faire, je vais partager avec vous un écran d'abord. J'ai préparé un petit PowerPoint, je l'enverrai à Nawal. Ça, pour ceux qui veulent, vous pourrez le recevoir en PDF, hein, sans aucun souci. Donc, je ne te l'ai pas encore envoyé parce que je l'ai fait tout à l'heure, cet après-midi. J'ai repris un PowerPoint que j'avais donné à la Croix-Rouge. Donc, j'accompagne le burn-out, j'accompagne aussi la prévention du burn-out depuis vraiment très longtemps. Donc, j'ai formé notamment les intervenants risques psychosociaux de la Croix-Rouge. Donc, c'est les attentats, les catastrophes naturelles. Comme par exemple, il y a 3 ans maintenant déjà, j'avais, avec l'aide de Nawal, nous avions formé une 25 psy lorsqu'il y a eu le tremblement de terre à Marrakech. Donc, Oui, parce que j'ai aussi fait de l'aide humanitaire, notamment en Haïti. Et j'ai aussi été superviseur de l'équipe de prévention du burn-out de FEDASIL. FEDASIL, c'est l'institution parastatale qui s'occupe des demandeurs d'asile et des réfugiés en Belgique. Donc, voilà, donc j'ai une certaine connaissance du genre et j'ai également présenté pas mal de conférences sur le sujet, notamment à l'APTO, c'est l'Association des psychologues d'entreprise, tout ce qui s'occupe des RH aussi en Belgique et encore d'autres choses. Ma spécialité, c'est vraiment les traumas complexes et les blessures d'attachement. Et ben, le burn-out et la compassion fatigue, ça fait partie des blessures d'attachement, même si on ne, on ne réalise peut-être pas, mais ça fait partie effectivement de cette thématique-là. Donc, je vais un peu vous expliquer tout ça. Donc, je vais d'abord partager. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les écrire dans le chat, hein. Je rappelle, vous avez un chat qui est là. Vous pouvez déjà les écrire. J'irai regarder un petit peu tout ça. Et puis, on gardera un temps de questions-réponses aussi après ma présentation. Le but, c'est voilà, de pouvoir vous aider et peut-être aller approfondir la réflexion. Voilà. d'accord. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vais partager déjà l'écran. Hop, voilà. Partager. Je vais le mettre. Oui, j'ai pris un petit chat. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors, affichage. Voilà. Ouais, comme ça, vous l'avez déjà, c'est déjà mieux. Allez. Affiche. Comme ça, c'est mieux, hein, je pense. OK, voilà. Bien, donc, je vais te fermer ce côté-ci. Ça sera un peu mieux. Donc, la fatigue compassionnelle, en gros, il y a plusieurs termes qui vont reprendre ce que l'on imagine être la fatigue compassionnelle. La fatigue compassionnelle, c'est vraiment en lien avec le burn-out du thérapeute ou des aidants, hein. Et il y a toute une série de termes. Ici, j'en ai juste mis un, c'est vicarious traumatization, c'est le trauma vicariant. Et on va un peu passer en revue tout ça. Alors, je vous ai mis juste une petite slide, je ne vais pas l'expliciter, mais c'est l'axe cœur-cerveau. Et voilà, vous regarderez ça à votre aise, parce que ici, ça va être trop petit, mais vous regarderez un petit peu les réactions, les interactions entre les deux.
Donc nous ici, ce qui nous intéresse, c'est cette notion de compassion fatigue. En gros, le trauma, ça signifie qu'il y a du stress, effectivement, mais c'est du stress pour tous. Donc c'est pas uniquement les personnes qui vivent le stress, mais ce sont aussi les personnes qui sont dans l'environnement direct de quelqu'un qui vit un stress et également des écoutants. Donc si vous êtes en train d'aider des personnes, que vous écoutez, eh bien vous pouvez effectivement développer une blessure par vous-même. Ça peut même aller plus loin. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, 10-15 ans d'ici, j'avais accompagné, à l'époque c'était en EMDR, avant de faire du champ visuel RIMAP, j'avais accompagné une personne qui malheureusement avait écrasé un jeune de 17 ans qui faisait de la moto. Elle n'était pas responsable. En gros, ce jeune faisait de la moto dans des champs avec beaucoup du maïs ou des blés. Bref, on ne le voyait absolument pas. Et il a surgi sur la route en sortant d'un champ, mais pas du tout lors d'un croisement. Il est vraiment sorti du champ lui-même et il a bondi. Et évidemment, il est arrivé juste devant la voiture de la personne qui roulait tout à fait normalement sur la route et il a été écrasé. Donc c'était évidemment un choc plus qu'émotionnel pour cette personne qui était une maman et qui se retrouve à écraser un jeune de 17 ans. C'était évidemment très dur. Et donc, elle vient me voir pour s'occuper du trauma. Et on s'en occupe en EMDR et aussi une autre technique. On libère ça. Donc, vraiment, elle était en paix avec elle, avec elle-même. Évidemment, il y avait toujours la tristesse, voilà, que cet enfant, que cet ado était décédé, mais elle n'avait plus les séquelles de stress post-traumatique, de cauchemar, on va dire tous les effets secondaires, tous les aspects secondaires avaient disparu. Et ce qui était assez étonnant, c'est que dans les 2, 3 semaines qui ont suivi, elle m'a recontacté. Alors je lui demande, tiens, mais ok, j'ai dit, est-ce qu'il y a encore des choses qui traînent ou c'est voilà. Et puis elle me dit, non, non, c'est pas pour ça, mais je voudrais vous voir. Donc elle est venue me revoir et cette personne ne savait pas comment se positionner parce que elle avait réussi à digérer cet épisode qui datait d'il y a 2 mois, on va dire, à partir du moment où je l'ai revu. Et les gens ne comprenaient pas, son environnement ne comprenait pas qu'elle ne soit pas encore complètement effondrée, catastrophée, en larmes, culpabilisée, etc. Et donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir à l'époque parce que c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait le trauma que la personne vivait elle-même, il y avait évidemment le trauma par rebond que pouvaient vivre toutes les personnes qui étaient dans son environnement direct, mais il y avait également, évidemment, toutes les blessures euh, des gens qui ne comprennent pas qu'on puisse digérer un trauma, et évidemment aussi celui des accompagnants qui peut évidemment toujours aussi être important. Donc, ça veut dire que c'est vraiment très important de repérer ces mécanismes et que ici, ben, les gens ne comprenaient pas qu'elle ait arrêté de culpabiliser suite à cet accident où elle avait tué cet ado de 17 ans, mais sans responsabilité aucune par rapport à l'accident. C'était vraiment le jeune qui avait fait le zozo et qui, voilà, qui est, on va dire, Inch'Allah, est arrivé vraiment sous les roues de la voiture en sortant, en jaillissant d'un champ de blé ou de maïs et se fait écraser. Donc, c'est assez important de repérer que effectivement, mais parfois l'environnement lui-même est marqué par l'événement et que du coup, ils ne peuvent parfois ne pas entendre ou comprendre que la personne qui est peut-être la responsable en première ligne, si pas de l'accident, mais en tout cas qui est concernée en première ligne, elle puisse digérer cet épisode traumatique. Donc, on a ce qu'on appelle le trauma, on a le psychotrauma, qui est une source de stress aussi pour les autres. Donc, on a les autres, on a les aidants, on a la victime, on peut avoir les enfants, on peut avoir des partenaires. Donc, on peut avoir comme ça toute une série de personnes qui vont entrer en résonance avec l'épisode traumatique. Donc, déjà, qu'entend-on par compassion fatigue ou fatigue compassionnelle et quelles sont les appellations et pour quelles différences? En gros, il y a des différences par rapport à tout ça. Donc, on a par exemple la fatigue compassionnelle, ça, ce sont des études qui ont été menées par Figley, donc ce sont des chercheurs. Il y a la notion de contre-transfert, parce que ça peut aussi, effectivement, le contre-transfert, pour mémoire, c'est la réaction du thérapeute envers le patient. Le transfert, c'est la réaction du patient envers le thérapeute. Je rappelle que ces réactions peuvent être positives ou négatives, hein, et donc
même un transfert peut être positif ou négatif du patient vers le thérapeute, et on peut avoir un contre-transfert positif ou négatif du thérapeute vers le patient, ce qui va nous permettre de repérer d'ailleurs certains mécanismes. On a ce qu'on appelle le stress traumatique secondaire, ça c'est Stam, c'est un autre chercheur, le trauma vicariant, McCann et Perlman, trauma par induction, trauma transférentiel. On va un petit peu passer en revue tout ce que ça représente, tout ça. Donc, la fatigue compassionnelle, c'est vraiment un épuisement émotionnel, c'est-à-dire que c'est la fatigue de compassion qui provoque un épuisement émotionnel chez les personnes qui consacrent leur énergie à aider autrui. Donc c'est vraiment notre système en tant qu'accompagnant qui s'épuise et qui n'arrive plus à se recharger. Donc là, ça peut déjà montrer que nous avons peut-être en tant qu'accompagnant deux blessures particulières. Exemple, je peux être dans une partie sauveuse, c'est-à-dire que je ne suis pas dans la bonne posture de bienveillance neutre, mais je suis dans une partie qui veut faire des choses. Donc, c'est un programme qui peut être activé chez moi, qui peut être une motivation aussi de ce qui m'a amené à être un aidant, mais qui va faire que je ne suis pas dans cette posture neutre et bienveillante, et donc je bascule vers une notion de contre-transfert. Donc, j'ai une partie de moi qui veut sauver l'autre, et évidemment, si je n'arrive pas à le faire, eh bien, ça va commencer à venir travailler sur mes propres émotions, ma propre image de moi, ma propre identité, etc. J'ai eu cette semaine un psychologue qui m'avait contacté, qui avait vu plusieurs vidéos de moi, qui a pris rendez-vous pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'il avait de plus en plus de mal à accepter que certains patients n'évoluent pas plus vite dans leur thérapie. Et ça provoquait vraiment du stress, de l'angoisse, et il terminait ses journées avec de plus en plus d'angoisse, des cauchemars, des troubles du sommeil. Bref, l'apparition de toute une série de... Il faut couper vos micros parce qu'on vous entend. Donc, euh, donc toute une série de réactions, etc., de stress. Et donc, il était même presque avec l'idée d'arrêter son métier parce qu'il n'en pouvait plus, tout simplement. Donc, on a travaillé sur ça, on a clarifié ce qui se passait et ça a permis de le sortir de cette situation. Donc ici, voilà, je vais donner quelques petits devoirs par rapport aux blessures d'attachement. J'expliquerai pourquoi. Et, voilà. Et en tout cas, pendant la session, on a déchargé déjà une partie de son trauma, de son stress, qui était en lien justement avec des histoires parentales. En gros, c'était l'image de son père. Il devait être parfait. Il n'avait pas droit à l'erreur. Et évidemment, c'est cette quête de perfection qu'il retraduisait dans son métier, dans toutes ses interventions, et qui pour lui donc était insupportable. Si le patient n'y arrivait pas, eh bien c'est comme si lui était en échec, et alors que ça fait partie tout simplement d'un processus de réparation, de guérison, et le patient doit lui-même processer avec l'aide évidemment des accompagnants, mais il faut laisser du temps au temps aussi, parfois. Donc, la fatigue de compassion, c'est l'épuisement émotionnel du thérapeute. C'est aussi en lien avec la relation d'aide. Hein. Donc, contrairement au burn-out, la fatigue de compassion résulte d'une empathie soutenue dans le contexte de la relation d'aide. Et je parle bien d'empathie, qui n'est pas à confondre avec la compassion. C'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui est en résonance avec l'histoire du patient, à la différence de la compassion où je ne suis pas en résonance, mais j'ai l'envie en tout cas d'aider, mais sans être en résonance justement. Et je rappelle qu'une étude a été faite il y a quelques années par le Mind Life Institute, dirigé par le Dalai Lama, sur les méditants, les méditations compassionnelles versus les méditations empathiques. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les méditations compassionnelles, les zones du cerveau activées par la douleur ne s'activaient pas, alors que dans les méditations empathiques, ça s'activait. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire très attention à nos ressentis, à ce que nous vivons de l'intérieur, et il ne faut pas hésiter à aller travailler dans son travail de fond ou en supervision ou aller réparer si on observe qu'on est touché par un patient, parce que ça veut dire que ça nous renvoie à une histoire personnelle. Rappelez-moi, si je ne le fais pas, de vous expliquer un cas que j'ai vécu personnellement, justement, où j'ai réalisé que j'étais dans un contre-transfert et j'ai été me faire aider par mon superviseur à l'époque, qui était Steve Reed, qui est au Texas et qui était un de mes professeurs dans une technique qui s'appelle RIMAP. Et j'ai fait un gros travail avec lui parce que je ne comprenais pas pourquoi je m'activais en lien avec ce patient. Donc, l'épuisement émotionnel, le lien avec la relation d'aide et l'impact profond sur les aidants, c'est-à-dire que
on va vraiment être impacté tant au niveau physique que psychique que mental. Pourquoi? Parce que notre système commence à être complètement quasi obsessionnel sur le patient. On peut avoir des ruminations mentales, on peut avoir des introjections, c'est-à-dire des sortes de flashbacks mentaux qui reviennent sur le patient lui-même et sur son histoire. Et on va évidemment se mettre à réfléchir à comment l'aider. Mais si j'observe que ça devient trop envahissant, trop intrusif dans mon système, dans ma vie au quotidien, c'est qu'il y a autre chose qui se cache derrière. Et c'est probablement effectivement une blessure que nous portons nous-mêmes qui fait que ça s'active. Donc, le trauma vicariant, à la différence de la fatigue compassionnelle, en gros, le trauma vicariant va vraiment amener un changement profond de perspective. C'est-à-dire que euh, nous allons vraiment avoir une vision du monde qui va être complètement modifiée dans notre système ou dans le système de la personne qui vit ce trauma vicariant. Et on ne voit plus le monde de la même manière. Et ça veut dire que ça va vraiment m'affecter sur ma vision du monde. Ça veut dire que je peux, par exemple, devenir, pour les femmes, je dirais misandre ou, misanthrope pour les hommes. C'est-à-dire que je peux vraiment parfois avoir un rejet complet d'un certain profil de patient ou de l'humanité en tant que telle, etc. Ça peut arriver lorsqu'on s'occupe de cas très lourds. Je me rappelle d'une de mes amies qui est assez connue dans le milieu thérapeutique qui s'appelle Evelyne Joss, donc qui est professeur en France et à l'ULB. C'est une spécialiste d'hypnose notamment. Et Evelyne nous avait parlé lors d'une intervision de cas très lourds en sexo et en trauma complexe, où des enfants étaient carrément maltraités, et plus que maltraités, hein, ils étaient vraiment charcutés. Et c'était vraiment très lourd. Et effectivement, elle supervisait des psychologues qui devaient s'occuper notamment de ce genre de cas. Et c'était pour elle-même, c'était même très difficile parce que les explications, ce que les psychologues venaient déposer comme cas était vraiment atroce. Et donc, ça a vraiment nécessité de mettre en place des suivis réguliers de façon à pouvoir nettoyer tout ça. Je me rappelle d'ailleurs que lorsqu'il y a eu ce tremblement de terre ici à Marrakech, là, dans les environs de Marrakech, il y a 2, 3 ans, quand j'ai formé une série de psys à pouvoir aller intervenir sur le terrain, j'avais prévenu certaines personnes, j'avais dit faites attention, faites vraiment un suivi régulier, c'est-à-dire quotidiennement, videz-vous du stress de ce que vous allez recevoir comme témoignage, hein, puisqu'il y a des familles complètes qui se sont fait écraser, etc. Donc faites-le quotidiennement, ne le laissez pas traîner, prenez des moments pour vous, ne vous laissez pas embarquer, même s'il y a énormément de travail et de choses à faire, vous devez prendre des temps pour vous parce que sinon vous allez craquer. Et je me rappelle qu'une de mes anciennes élèves, d'ailleurs, qui avait été une des organisatrices de ça, n'a pas tenu très longtemps. Elle a tenu 2, 3 jours et puis elle a craqué complètement parce qu'elle a été prise dans une partie sauveuse et n'a pas réussi à garder sa distance émotionnelle. Et humainement, tout simplement, son système n'en pouvait plus, c'était trop violent. Et donc, c'est vraiment important voilà, de se faire accompagner et de ne pas hésiter à appeler de l'aide auprès de vos collègues, vos amis, de le signaler et de trouver une solution. Donc, le trauma vicariant va modifier carrément notre perception du monde, donc ça peut nous impacter très fortement. On a une altération des schémas cognitifs, c'est-à-dire qu'on ne voit plus, on n'interprète plus les choses de la même manière. On peut vraiment perdre foi en l'humanité, hein, notre confiance, notre estime de nous, par exemple, et on peut vraiment développer une perception d'un monde dangereux, vraiment comme si voilà, ça va influencer complètement toutes nos perceptions. On a d'ailleurs tout un champ de la psychologie et du psychotrauma qui se développe actuellement. C'est tout ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Hein. L'éco-anxiété, on a des générations complètes actuellement qui sont vraiment hyper concernées par les changements climatiques, qui ont peur, par exemple, qui décident de ne pas avoir d'enfants parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants aient à souffrir de tout ce que nous ne faisons pas suffisamment pour préserver la nature. Et donc, on a vraiment de plus en plus de courants et de cours d'ailleurs qui se développent autour de l'éco-anxiété parce que c'est vraiment une façon, les gens ne voient plus le monde comme un lieu sécure et avec ce qui se passe autour de nous actuellement au niveau politique, ça peut évidemment être renforcé encore par ce genre de choses. Donc, trauma vicariant.
Le stress traumatique secondaire, c'est aussi une nuance par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est l'exposition aux récits traumatisants et les professionnels sont évidemment exposés à des histoires bouleversantes qui peuvent provoquer vraiment une détresse émotionnelle intense et un stress secondaire, c'est-à-dire que on le reçoit dans un premier temps et dans un deuxième temps, ça peut venir nous envahir. Donc personnellement, dans les techniques qu'on utilise, qui font partie des TCC de troisième vague, voire de quatrième vague, qu'on appelle les bifocal multisensory activation, on va utiliser le tapping, par exemple, hein. Ceux qui connaissent l'EFT clinique plus que l'EFT, ou les points RIMAP, par exemple, eh bien, on va aller stimuler des points pour se préserver. C'est ce que je fais quand je suis en session. J'ai toujours le pouce qui va stimuler le bord des ongles, comme ça, le bord des doigts. Hein. Je rappelle pour ceux qui s'intéressent qu'il y a sur ma chaîne YouTube pas mal de vidéos qui expliquent les bases, ou alors vous pouvez contacter les organisateurs ici, les SPEC notamment. Et donc, c'est vraiment une formation clinique. La différence de l'EFT classique, qui est très basique, qui s'occupe plutôt des personnes ou du coaching, l'EFT clinique, on va vraiment chercher les racines historiques, émotionnelles. On va se baser sur une anamnèse, vraiment sur une ligne du temps. On va construire un plan de traitement adapté à la situation du patient et on va aller stimuler ces points. Mais donc, de façon préventive, vous pouvez toujours stimuler le bord de doigt. Donc, faites le même déjà maintenant en fonction peut-être des histoires que je raconte et qui pourraient vous toucher. Et donc, on va stimuler d'office comme ça, le pouce vient sur le bord de l'index, le pouce est du bon côté du doigt, et vous pouvez masser comme ça lentement. Moi, personnellement, ça a changé beaucoup ma vie parce que avant, bon, j'ai toujours eu des grosses journées de consultation, mais je terminais mes journées quand même assez fatigué, après 6, 7, 8 patients. Maintenant, j'en ai régulièrement 8, parfois 10. Par exemple, ici, ben, j'ai commencé à 8 heures du matin. Et le fait de stimuler les points active mon système parasympathique, permet d'évacuer le stress et de rebooster mon système. Ce qui fait que je fais des endorphines, je fais de la dopamine, et donc ça me maintient aussi plus concentré. Donc j'évite une partie de ces symptômes d'épuisement ou de fatigue nerveuse, parce que je pourrais être en résonance avec ce que le patient vient déposer. Donc, les symptômes similaires au stress post-traumatique, donc on va retrouver des symptômes qu'on retrouve dans les symptômes de stress post-traumatique, comme les réactions d'anxiété, des flashbacks, des troubles du sommeil, des troubles du comportement alimentaire, hein, aussi évidemment, euh, de l'hypervigilance, par exemple. Voilà, on peut aussi avoir des humeurs qui sont changeantes. On peut vraiment devenir un peu plus dépressif, plus triste. Euh, on se sent dans une forme d'impuissance, par exemple, aussi. Et donc, on peut vraiment tomber, y compris en dépression, qui est un petit peu une des portes d'entrée de la fatigue compassionnelle. Donc, donc un impact sur la santé mentale et ce stress traumatique secondaire affecte profondément la santé mentale des aidants et ça va nécessiter évidemment un soutien adapté, d'où l'intérêt des supervisions, d'où l'intérêt des intervisions. Donc, ce sont des éléments sur lesquels on n'insiste pas suffisamment, mais avoir un espace, surtout quand on travaille en institution, quand on travaille dans les milieux hospitaliers, ce sont vraiment un cadre qu'il faut demander. Et quand on est en libéral, quand on est tout seul, c'est d'autant plus important de faire partie de groupes professionnels d'échange et d'organiser des supervisions, des intervisions. Par exemple, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Expert Psychotrauma en Belgique, qui est dirigé par un médecin. Et donc, on est vraiment des spécialistes des traumas complexes et des blessures d'attachement, mais nous faisons des interventions euh, à raison de une par mois, systématiquement. On aborde certains sujets et puis on peut venir exposer des cas aussi et aussi exposer tout simplement peut-être aussi certains de nos questionnements, y compris souffrance, si nous en vivons. Donc c'est vraiment important. Attendez, je vais juste réouvrir la, le chat parce que j'ai perdu le chat. Je sais pas où il est. Alors, où est-ce qu'il est passé? Je vais juste voir s'il y a des questions. Comme ça. Non, ça, c'est pas ça. C'est pas le bon. Alors, ah, c'est peut-être là en dessous. Non. Ah, voilà. Chat. Chat, chat. Non, ça va. Il n'y a pas d'autres questions. Oula, il y a un bip bip. Voilà. Donc, le contre-transfert traumatique, ça, c'est vraiment, bon, c'est quelque chose qu'on connaît plus déjà en psychanalyse, hein, la notion de transfert, de contre-transfert, mais c'est vraiment la réponse émotionnelle inconsciente du thérapeute déclenchée par le patient
à la différence du patient envers le thérapeute, qui est donc plutôt euh, attendez, il y a le conférence ce soir, oui, voilà, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi je reçois les messages. Donc, le contre-transfert traumatique, c'est vraiment notre contre-transfert. Alors, c'est une notion qui peut être étonnante, mais pour le thérapeute, parfois, c'est parce que ça va venir titiller son histoire de vie. Donc, je vous explique un cas que j'ai vécu il y a une quinzaine d'années maintenant, une bonne quinzaine d'années. Je donnais cours dans une de mes écoles de formation de la psychothérapie en Belgique, qui s'appelait Thérapeutia à l'époque, comme IPRA aujourd'hui. Et je vois lors d'un exercice deux étudiants qui étaient en difficulté et l'aidant était plutôt un bon étudiant et donc j'étais un peu étonné, donc je veux un peu voir ce qui se passe. Et l'aidé était vraiment tombé dans une sorte de trou noir, très déprimé, très dépressif, complètement noir. Elle voulait mourir. Il y avait vraiment une partie très infantile qui était remontée. C'était un travail en ego state sur les états du moi. Et elle était complètement prostrée. Et même quand on l'interpellait, elle ne se redressait pas, n'ouvrait pas les yeux, on avait du mal à la ramener dans le moment présent. Et ce qui fait que j'ai utilisé une technique de thérapie provocatrice où on reste en lien du cœur, mais vraiment on fait quelque chose d'un petit peu détonnant. Donc en gros, j'ai commencé, tout en faisant les points, comme on n'arrivait pas à la ramener dans le moment présent, à me plaindre que j'avais vraiment pas de chance, hein, j'avais pas la baraka et que j'avais vraiment que de la malchance parce qu'il fallait que je tombe sur une étudiante que je ne connais pas et qui évidemment allait ruiner complètement ma réputation dans cette classe, puisqu'elle était complètement, elle voulait mourir, etc., etc. Et donc, j'exagère comme ça, mais vraiment, mon non-verbal ne correspondait pas évidemment à mon verbal, ce qui fait qu'un bout d'un moment, au bout de 5 minutes, 10 minutes comme ça, la personne a soulevé une mèche de ses cheveux, m'a regardé, et puis s'est complètement redressée, et puis elle a dit, mais c'est dingue, hein, j'avais notamment dit que je parie qu'elle n'a même pas les muscles pour pouvoir sourire, qu'elle n'a pas les zygomatiques. Je suis certain qu'elle n'a même jamais souri de sa vie. Elle ne sait même pas comment on peut sourire. Et j'avais tellement exagéré le trait qu'à un moment, elle se redresse et puis elle se dit, mais c'est dingue, je viens de me souvenir que quand j'étais enfant, on m'appelait le bébé rieur, le bébé sourire. Et donc, on avait du coup une porte d'entrée pour la stabiliser et puis pour la ramener dans le moment présent, ce qu'on a fait. Suite à ça, quelques semaines plus tard, elle prend un rendez-vous pour aller travailler sur sa blessure d'attachement. Mais quand elle commence à parler de la blessure d'attachement, je me rends compte que cette personne était maltraitée par son compagnon, carrément enfermée dans son propre appartement, où ce compagnon qui ne vivait pas avec elle pouvait la laisser 24 heures, parfois 48 heures, en l'empêchant de sortir, etc. Il y avait vraiment une maltraitance assez forte. Et ce que j'ai observé, c'est que dans les semaines qui ont suivi donc le début de cet accompagnement, j'ai eu de plus en plus des pensées intrusives qui me faisaient repenser à cette personne. Et donc j'ai commencé à me dire, enfin, ça c'est quand même bizarre que je repense à elle comme ça régulièrement. Et je me suis même vu avoir des scénarios où j'allais trouver ce gars et j'allais lui expliquer que c'est peut-être tout de suite moins drôle si on maltraite un homme que plutôt que maltraiter une femme. Et évidemment, je me rendais en même temps compte que ça n'avait aucun sens. C'était pas du tout mon job. Je savais pas faire ça. Donc, j'ai contacté Steve Reed, qui était mon prof et superviseur RIMAP, qui était au Texas. Et j'ai dit, écoute, Steve, je pense que j'ai un problème. Et donc, je lui ai expliqué la situation. Il m'a évidemment fait me rendre compte que j'étais effectivement dans un contre-transfert. Et donc, alors, pourquoi ce contre-transfert? Parce que moi-même, j'étais un enfant battu. Et c'était une couche que je pensais traiter, mais qui est remontée. C'était cette notion d'injustice par rapport aux gens qui abusent de leur force et de leur situation. Et c'est quelque chose qui est remonté, mais comme une balle de fusil dans mon système. Et donc, qui, je pensais, avait été neutralisé, mais ne l'était pas. Et donc, j'ai pu, grâce à cela, m'en occuper. Mais j'ai aussi référé mon patient. C'est-à-dire que j'ai réalisé que le temps que je fasse ce travail de fond et que je me libère de ça, je n'étais pas en état, tout simplement, de suivre la personne parce que j'allais sortir automatiquement de ma neutralité bienveillante, puisque j'avais vraiment des schémas qui me renvoyaient à l'idée d'aller euh, faire rendre gorge, entre guillemets, à l'agresseur. Et évidemment, ce n'était pas du tout mon job. Donc, j'ai expliqué ça au patient. J'écoute, ton histoire réveille en moi des choses qui, je pensais nettoyer, mais qui se révèlent non nettoyées. Donc, je dois d'abord m'occuper de ça. Et donc, je l'ai référé vers quelqu'un qui pouvait l'accompagner dans de meilleures conditions, etc. Donc, le contre-transfert,
on doit être très attentif à ça. Et parfois, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des tâches aveugles, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Exemple, dans un groupe d'intervision, c'était des personnes vraiment très, très calées en trauma. Il y avait justement Evelyne Joss, il y avait Brigitte Ansoul avec qui j'ai coécrit plusieurs livres sur les traumas, sur l'EFT clinique, etc. Il y avait d'autres personnes en formation. Il y avait notamment Brigitte Stechen, qui est une médecin, une amie vraiment très proche, que j'aime beaucoup. Et dans ce groupe, ils m'ont appelé pour me demander si je voulais pas faire une supervision avec eux, parce que dans leur intervision, il y avait une tâche aveugle, ils n'arrivaient pas à la montrer à un des participants. Et donc, j'y suis allé comme personne extérieure et j'ai observé la dynamique de groupe et j'ai pu relever qu'effectivement, il y avait une tâche aveugle chez une des participantes en supervision qui exposait des cas avec de ses patients, mais qui systématiquement déniait le rôle de la mère et l'impact de la mère sur les blessures d'attachement et les traumas vécus par son patient. Et c'est quelque chose que les autres membres de l'intervision avaient repéré, mais qui n'arrivaient pas à expliquer à ces personnes qui étaient vraiment dans une tâche aveugle. Il y avait vraiment une partie qui était dans une forme de déni et qui ne voyait absolument pas de quoi on parlait. C'est comme si elle oubliait. Donc j'y suis allé pour faire une intervention et j'ai pu, grâce à d'autres techniques, lui montrer qu'effectivement, il y avait une tâche aveugle parce que dès qu'on évoquait le sujet, elle digressait, donc elle changeait de sujet, elle ne restait pas du tout focus sur cet aspect de lien maternel. Donc, on a pu le démontrer par deux, trois, quatre répétitions, et ce qui fait qu'elle a réussi tout d'un coup à s'en rendre compte. Et évidemment, c'est parce que ça la renvoyait à sa propre relation, à sa mère en l'occurrence, qui n'était pas complètement traitée à l'époque et dont elle a pu s'occuper par la suite. Donc, c'est important de repérer tout ça. Donc, c'est comprendre et reconnaître le contre-transfert, ben, ça nous permet de mieux gérer les réactions, nos réactions, et d'assurer une relation saine, évidemment, avec le patient. Et si on n'est vraiment pas en état, alors on réfère le patient, on s'occupe de nos blessures, ce qui va nous permettre d'aller nous occuper du patient dans de meilleures conditions, bien sûr. Donc, ce qu'on appelle le trauma par induction et aussi transférentiel, ben, en gros, c'est quand le thérapeute absorbe l'état émotionnel du patient, ce qui peut influencer nos réactions professionnelles. Donc ça, c'est vraiment comme si on faisait éponge. Hein, et vous allez voir que certaines personnes sont assez hypersensibles. Donc chez les thérapeutes, évidemment, ça arrive aussi. Et ce transfert peut pousser le soignant, ou ce contre-transfert en l'occurrence, à ressentir ou agir comme si les problèmes du patient étaient les siens, ce qui va évidemment compromettre aussi la neutralité. Cette hypersensibilité peut venir notamment de la non-intégration de réflexes archaïques. Je pense que vous avez reçu un petit livret sur le sujet, mais les réflexes archaïques, effectivement, de base de sécurité, dont le réflexe d'attachement aussi, peuvent rendre les personnes hypersensibles. Ça peut provoquer aussi tout ce qui est TDA, TDAH, mais cette hypersensibilité au sens, à la lumière, au son, aux odeurs, au toucher, aux saveurs, tous les aspects kinesthésiques, etc., peut évidemment nous rendre plus sensibles. Et donc, dans les grilles de lecture, c'est intéressant toujours de regarder ça. Euh, alors, je vois qu'il y a une question. Est-ce que le contre-transfert est toujours négatif? Alors, le contre-transfert peut être positif, mais le problème, c'est que ce qu'on appelle le contre-transfert positif, c'est lorsque le thérapeute voit son patient comme le meilleur patient du monde. Hein, et le transfert positif, c'est quand c'est le thérapeute, pardon, le patient qui voit son thérapeute comme le meilleur thérapeute du monde. Donc, en gros, on peut utiliser les notions transférentielles ou contre-transférentielles comme des leviers, mais on doit être en conscience. C'est-à-dire que on doit vraiment vérifier que ce n'est pas une part de nous, c'est pas un programme qui cherche à obtenir des résultats. Hein, je rappelle que chez le thérapeute, nous avons des obligations de moyens, pas des obligations de résultats. Hein, on est dans des sciences humaines, on n'est pas dans des sciences exactes comme, je sais pas moi, comme les polytechniciens ou les mathématiciens. Donc, on doit vraiment faire attention parce qu'on peut très vite changer de posture. Donc, si j'utilise le transfert ou le contre-transfert pour justement, par exemple, renforcer une alliance thérapeutique, ça peut être intéressant. Hier, je participais à une conférence sur la compassion et justement ces notions de transfert, de contre-transfert. Et ce qui était assez intéressant, même si je pense que la recherche n'était pas tout à fait exacte. Donc, le professeur, le docteur Cotreau, parlait d'une méta-analyse qui avait été faite
sur un solide paquet de patients, c'est-à-dire que c'était de mémoire, c'était de l'ordre de 30 000 patients, et ils observaient que la notion d'alliance thérapeutique n'intervenait que de l'ordre de 7%, 7% et demi à peu près, ce qui semble très très peu. Et donc quand j'ai posé la question, je dis mais est-ce qu'on avait tenu compte des notions de blessure d'attachement ou pas, parce que ça impacte complètement ce besoin d'être en lien ou l'importance d'être en lien avec le patient si je travaille sur des blessures d'attachement. Il faut que l'alliance thérapeutique se construise dans les meilleures conditions pour installer une confiance de base, d'autant plus importante que si on n'a pas de blessure d'attachement. Et là, évidemment, la méta-analyse ne permet pas de faire cette analyse-là. Donc, je ne sais pas du tout si on peut tenir compte de ces 7% et demi, si c'est un chiffre qui pourrait être validé, parce que sans ce critère de blessure d'attachement, je pense qu'on ne peut pas mesurer l'importance du lien. Donc, s'il y a une blessure d'attachement, le lien est fondamental, puisque c'est justement ça la blessure, c'est que le lien n'a pas été construit dans une sécurité émotionnelle et affective suffisante des parents ou des donneurs de soins vers l'enfant. Et donc, quand il grandit, ben évidemment, ça va continuer à, à porter, enfin, à être problématique et ça va déclencher ces fameuses blessures d'attachement, bon, qui n'est pas le sujet de ce soir, mais qui vont amener l'attachement insécure, anxieux ou détaché ou évitant ou désorganisé, c'est-à-dire un peu explosif, un défaut calme ou ambivalent qui va reprendre un peu de tout ça. Donc, c'est pas toujours négatif, mais on doit faire attention au transfert positif parce que ça peut être aussi problématique. Voilà, donc la vigilance et la supervision sont donc essentielles, ça je l'ai déjà nommé. Donc, sentiment des aidants, par exemple, ben, on peut avoir la culpabilité. Hein, on peut repérer des émotions qui remontent chez nous ou des sentiments. Hein. Les sentiments par rapport à l'émotion, c'est quand il y a déjà une pensée un peu plus construite, plus analysée par rapport à l'émotion première. Donc, exemple, hein, le client a besoin de protection, je dois le protéger. Hein, la colère, les symptômes ne disparaissent pas, et donc je ressens de la colère. C'est le cas que j'ai suivi là avec ce psychologue qui m'avait contacté, que j'ai vu il y a quelques jours. Euh, donc, c'est qu'effectivement, il ressentait beaucoup de colère contre lui-même parce qu'il n'arrivait pas hein, à aider le patient et parfois contre le patient parce que le patient était velléitaire, il était en résistance. C'était évidemment pas le cas, mais c'était comme ça que son système cherchait à le dédouaner du fait qu'il n'arrivait pas à être parfait et à l'aider. Ça peut amener un sentiment d'infériorité. Hein. Le client peut être perçu comme un héros, ou l'inverse, on estime qu'on est, voilà, qu'on n'est pas suffisamment bon parce qu'on n'arrive pas justement à l'aider. Donc, on a le fameux syndrome de l'imposteur, hein, qui est un grand classique chez les aidants. Je rappelle que ce syndrome de l'imposteur, c'est souvent lorsqu'on est compétent que nous le vivons. Si nous ne sommes pas compétents, on ne le voit pas. Donc, donc c'est une grande sagesse, entre guillemets, de dire que c'est toujours les personnes les moins compétentes qui doutent le moins, et c'est toujours les personnes les plus compétentes qui doutent le plus. Ça fait l'objet de pas mal de recherches, ça fait partie des biais cognitifs, notamment. Le sentiment de peur, parce que l'histoire est horrible, ça vient vraiment nous toucher. La honte aussi, parce que parfois on se sent pas légitime d'aider ce patient qui a souffert beaucoup plus que nous, par exemple, ou on n'est pas sûr de pouvoir l'aider parce qu'on n'a pas vécu la même chose. L'excitation aussi, par exemple, parce que ben, j'entends cette histoire, ça me touche et ça vient réveiller mes parts sauveuses qui font que du coup, je sors un petit peu de mon cadre bienveillant. Euh, voilà. Les signes pendant la session avec le client, par exemple, au niveau du professionnel, ben, on va éviter d'explorer certains problèmes. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec cette intervision, hein, et le problème avec la maman, la mère. On n'arrive pas à comprendre ce que le client est occupé à raconter. Donc, il y a une part de nous qui ne capte pas, on ne voit pas, parce que c'est vraiment une zone d'ombre. C'est un angle mort, comme on dit, et on n'arrive pas à comprendre ce que le patient nous raconte. On pourrait faire des remarques aussi, parfois, un peu cyniques. Alors, si on reste dans le cœur, c'est la thérapie provocatrice. Dans le cœur, on exagère pour amener une réaction, justement, des systèmes de défense du patient dont il n'a pas lui-même conscience. Attendez, parce que je vois qu'il y a des personnes dans la salle d'attente. Est-ce qu'elles sont ces personnes dans la salle d'attente? Comment est-ce que je les ouvre? Alors, où est-ce que c'est?
Attendez, je vais arrêter le partage de Zoom parce que je n'arrive pas à voir comment je peux faire rentrer les gens, sauf si... bah non, c'est bizarre. Ok, bon, écoutez, je ne sais pas. Peut-être que Karim... Ah non, voilà. Admettre tous, voilà. Ça semblait bien. Voilà, ok, je reprends le partage. On doit être bon. Voilà. Hops, hops. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas quand il y a des gens dans la salle d'attente. Voilà, donc, les signes. Donc, on pourrait se retrouver à faire des remarques un petit peu caustiques, un peu cyniques, un peu agressives, ce qui évidemment n'est pas bon. On peut regarder régulièrement l'heure, hein, parce qu'on part de nous, on a marre, donc on a envie de ça se termine. On peut porter son attention sur nos propres activations plutôt que de rester en présence du patient. Donc normalement, si je sens qu'une part de moi réagit, que je sens une émotion, ben, je la repère, je la nomme, et éventuellement je la note. Et évidemment, je la mets sur le côté instantanément et je reviens au patient. Si vous utilisez des techniques justement comme le tapping, c'est beaucoup plus aidant parce que normalement, vous n'avez pas, vous allez peut-être avoir une émotion qui monte, mais par la stimulation, vous allez vous restabiliser très rapidement. Et plus vous utilisez les points, plus vite vous vous restabiliserez. On peut être distrait aussi, on peut penser à d'autres choses, des choses qu'on a envie de faire par après, etc. Donc en gros, il y a une part de nous qui est ennuyée par le discours du patient. Tout ça, ce sont des signes, évidemment, de fatigue compassionnelle. On a moins de patience. Au niveau de les dents, par exemple, on peut avoir de la difficulté aussi à prendre les distances avec l'histoire du client. C'est le cas que je vous expliquais tout à l'heure où j'ai dû référer quelqu'un il y a une quinzaine d'années parce que ça avait réveillé une blessure que je pensais travailler mais qui ne l'était pas suffisamment, hein, par rapport à cette injustice et cette impuissance par rapport à des gens violents. Parfois, on n'arrive plus à se concentrer sur d'autres problèmes. On a comme une sorte de trouble obsessionnel compulsif, hein. On fait vraiment une fixation, une rumination mentale. On n'arrive plus à se concentrer sur d'autres personnes. On revient toujours à ce cas particulier. On peut avoir un fort besoin de raconter l'histoire à d'autres aussi. Donc, c'est une façon de nous décharger, mais c'est aussi parfois une façon d'obtenir de la reconnaissance. Donc, on doit essayer de repérer ce qui se joue vraiment pour nous, parce que ça peut effectivement être tronqué, pardon, et trompeur. On peut se sentir confus, fatigué, insécurisé. Donc, si vous observez cette fatigue, à nouveau, prenez des moments pour vous. Ça veut dire aussi organiser vos journées, par exemple, lorsque vous traitez des patients. Si vous savez que vous avez des patients plus complexes, essayez de ne pas les avoir tous la même journée ou essayez d'alterner un patient plus complexe avec un patient plus léger de façon à pouvoir un peu, justement, récupérer plus facilement et pas avoir des cas de figure trop violents. Repérer évidemment si on a des cauchemars, des souvenirs intrusifs, hein, des flashbacks qui nous renvoient par rapport à l'histoire de la personne ou par rapport à notre propre histoire. Et voilà. Et aussi si on a tout d'un coup une crise d'angoisse, une crise de panique, on se sent terrifié. Ça veut dire qu'on a quand même notre système qui a pris des choses. Alors les effets à long terme, les dents tendent à devenir passifs. On n'écrit plus les rapports. Lâche prise, dit oh, ce patient, ça va pas, à quoi bon? On peut montrer des signes de jugement aussi vis-à-vis de certains types de patients, de clients, c'est-à-dire que on est beaucoup moins dans une écoute tolérante et active, on est vraiment dans une partie qui est plutôt en train de juger, hein. Donc, évidemment, ça va générer quoi? Ben, des tensions avec le patient parce que le système du patient va se rendre compte qu'on n'est pas dans une écoute active, mais on est plutôt dans une écoute sélective et jugeante. On pourrait avoir tendance à rejeter les problèmes difficiles, on ne veut pas les suivre, et donc on les réfère à d'autres thérapeutes, voilà, et très rapidement. On peut se sentir incompétent, hein, donc le fameux syndrome de l'imposteur. Je rappelle que ben, si on ne sait pas travailler avec un type de patient, on a deux solutions, hein. C'est, bon, trois solutions. Un, on réfère effectivement, mais là on n'apprend jamais. On se fait superviser pour savoir comment accompagner tel type de patient. Et si ce n'est pas suffisant, ben alors on peut aller se former pour justement continuer, faire de la formation continue et continuer à apprendre et pouvoir accompagner d'autres types de profils
Et évidemment, on a toujours le choix d'avoir des profils préférés de patients. Hein, s'il y a des thématiques que vous n'aimez pas travailler, c'est évidemment légitime. Il faut juste repérer si c'est une fuite ou si c'est un choix libre. Si c'est un choix libre, c'est toujours mieux qu'une fuite, parce que si c'est une fuite, à un moment donné, vous allez être confronté à des demandes de cet ordre-là. Ben, ça fait partie un petit peu des monstres du Loch Ness du thérapeute. On sait bien qu'on a des vagues de patients qui débarquent à certains moments avec une thématique particulière. Et c'est très souvent parce que nous-mêmes, on a encore quelque chose à travailler. Ben, ça fait vraiment partie des choses qu'on observe régulièrement chez les thérapeutes. On ne place plus d'énergie ni de temps au diagnostic, c'est-à-dire que on brosse, on reste en surface. On ne prend plus de temps de formation, de supervision, à faire une thérapie personnelle. Donc, effectivement, on lâche par rapport à tout ça. On modifie son comportement, que ce soit vis-à-vis des autres ou même de nous-mêmes. Donc, on voit qu'on n'est plus motivé, on a perdu une certaine motivation. Et donc, on va évidemment générer une forme d'épuisement. Donc, l'empathie versus compassion, mais je l'ai déjà un petit peu expliqué avec l'étude méditation empathique et compassionnelle tout à l'heure. Hein, donc, c'est que l'empathie allume les zones de la douleur, alors que la compassion, non. Donc, ça, c'est vraiment important de faire la nuance. Donc, la nuance, c'est vraiment que dans le premier cas, avec l'empathie, je suis en résonance avec l'histoire du patient. Dans la compassion, je ne suis pas en résonance, mais j'ai bien cette intention d'aider activement par ma posture, par mon métier, par ma profession, mais sans porter à la place du patient. Et donc, on peut se référer notamment à toutes les approches un peu Tonglen qu'on peut retrouver dans les approches bouddhistes, par exemple, hein, la philosophie, hein, c'est pas une religion, et ça permet justement de poser cette intention de bienveillance. Exemple Tonglen, c'est on peut aller jusqu'à poser l'intention de laisser venir à nous la souffrance, qui se transforme à notre contact en compassion, en amour inconditionnel, qu'on renvoie à la personne, à l'univers, etc. Et quand on travaille sur des blessures d'attachement, par exemple, on va beaucoup travailler l'autocompassion, puisque c'est aujourd'hui, en tant qu'adulte, moi qui dois pouvoir m'aimer, en tout cas me donner la sécurité émotionnelle et affective. Ce n'est plus mes parents, évidemment, qui doivent le faire à ma place. Euh, alors, Janelle me dit, ça n'a peut-être rien à voir, mais ça me fait penser à un dentiste qui a commencé à arracher les dents, ses patients à tout va. Euh, oui, alors peut-être, il faudrait voir, c'est peut-être effectivement, ou alors c'est qu'il a vraiment besoin de sous. Donc, mais bon, on ne sait jamais, mais effectivement, ça pourrait être aussi un élément qui montre qu'il y a quand même, il y a peut-être un problème par rapport à l'analyse, une fatigue, etc. C'est clair que le métier de dentisterie est un métier très, très tendu, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, comme le métier d'ailleurs de psychiatre, hein, ou même de psy. C'est très, très tendu. Les psychiatres, il n'y en a clairement pas assez. Et en France, par exemple, ça va même plus loin, hein. En France, cet été, j'ai été voir un de mes amis, Francis Gessens, qui est psychiatre du côté de Caen et qui s'occupe de la Compassionate Mind Institute Foundation France, donc qui travaille beaucoup sur la thérapie centrée sur la compassion, qui est un des outils que j'utilise beaucoup aussi. Et il m'expliquait qu'en tant que psychiatre, il avait tellement de paperasse à remplir pour l'assurance maladie, invalidité, qu'il avait un quart d'heure par patient. Il ne savait plus avoir de vraies sessions. Ou alors, s'il faisait une vraie session, donc qui durait 40 minutes, voire une heure, il touchait vraiment des cacahuètes, hein. C'est-à-dire que c'était du style entre 10 et 15 euros peut-être pour sa session d'une heure, ce qui pour un psychiatre, évidemment, est complètement du nonsense. Ça ne correspond jamais à sa qualité de travail. Et en plus, pour les obtenir, il devait remplir tous les papiers, donc ce qui lui prend en plus du temps, un temps énorme. Et donc, c'est vraiment, enfin, il y a vraiment une déliquescence de la psychiatrie en France, pas qu'en France, d'ailleurs en Belgique aussi, c'est très lourd. C'est assez étonnant. Mais ça peut aussi expliquer pourquoi certains médecins ont commencé à faire plus de l'abattage, hein. On prescrit des médications parce qu'ils n'ont pas le temps, tout simplement. Ils voudraient, ils ne pourraient pas, indépendamment de leur formation et de leurs compétences. Donc, se préserver d'un fatigue compassionnelle, comment va-t-on faire? Ben, donc, gérer notre énergie émotionnelle. Donc, je vous ai donné une technique, faites du tapping, faites de la cohérence cardiaque, y compris en session, hein. Je rappelle que si vous faites de la cohérence cardiaque de façon régulière, de 3 à 5 minutes, idéalement 3 fois par jour, en 3-4 semaines, vous diminuez de 30 à 50% le stress de fond,
des angoisses de fond, mais surtout, ça devient automatique. C'est un peu comme au piano. Votre main gauche va jouer, votre main droite joue autre chose, le pied gauche, le pied droit, vous analysez la partition, vous pouvez même avoir une discussion. Ça veut dire qu'avec mes patients, par exemple, j'ai une part de moi qui se met souvent en cohérence cardiaque, mais je n'y pense même pas, hein. Je suis focalisé sur le patient, mais mon corps se met en cohérence cardiaque et tient ou stimule toujours au moins un bord de doigt, ce qui fait que je n'y réfléchis plus parce que c'est devenu comme un automatisme, hein, comme lorsque j'apprends à jouer au piano. Donc, ça permet évidemment de décharger, de ne pas prendre une grosse partie de la charge émotionnelle. Faire aussi, donc, indispensable de réguler le nombre de consultations consécutives et d'éviter la saturation sensorielle. Donc, ça veut dire que alterner vraiment les cas plus complexes avec des cas moins complexes. Essayez, n'hésitez pas à déplacer un patient, le décaler d'une heure dans votre agenda si vous sentez que voilà, ça fait trop de cas lourds parce que ça risquerait de venir vous toucher, y compris pour les autres. Avoir des rituels de transition. Donc, par exemple, personnellement, j'ai des sessions de 50 minutes, mais je commence toujours à l'heure juste, voilà demi-heure. C'est qu'il me laisse toujours 10 minutes pour faire le point, tapping, respirer, bouger. Pardon. Donc, ça me permet d'aller me rééquilibrer, justement, m'aérer, boire de l'eau, etc., euh, afin d'éviter justement d'être surchargé. Même de lire une page ou deux, bref, ça va me changer un peu l'esprit. Bien trouver aussi un équilibre personnel entre la partie professionnelle et la partie privée. Donc, ça veut dire aussi, effectivement, nous conserver des temps de récupération. Pourquoi? Mais pour nous préserver de cette fatigue compassionnelle et de rester efficace. Donc, ça veut dire aller marcher, par exemple, mettre des jours. Exemple, demain, j'ai une journée, j'ai une semaine qui a été assez chargée. J'ai eu pas mal de cours, de conférences et de patients. Eh bien, demain, j'ai 2 patients de 8 à 10. Puis, je vais moi-même faire un soin pour moi chez un collègue vers 11 heures. Et puis, je suis relax sur le restant de la journée. J'ai bloqué. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai ma fille qui rentre à 9h30 du soir. J'ai envie de la recevoir en bonnes conditions. Hein, je ne l'ai pas vue depuis 2 semaines. Et puis, comme ça, je suis dispo pour elle. Samedi, j'aurai une matinée de consultation, comme tous les samedis. Et donc, après, j'ai rebloqué de nouveau de l'époque. Donc, gardez des temps pour vous déposer, recharger, penser à vous. Donc, se protéger du trauma vicariant, hein, donc qui est un petit peu différent. زين العلم ولا ساهل ولكن دابا هذا اش بغا Ah, يدير je ne sais pas qui parle, mais on vous entend. Donc, il faut couper le micro. Donc, voilà. Donc, comment va-t-on se protéger? Ben, adopter une protection cognitive déjà, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en place une protection où on va essayer de voir le monde tel qu'il est et pas tel qu'on commence à l'imaginer avec le scénario catastrophe, mais revenir vers des choses positives. Par exemple, quand on travaille sur l'autocompassion, on peut conseiller aux patients, mais donc forcément à nous-mêmes, de faire un livre ou un carnet de la gentillesse, un livre ou un carnet de la compassion, un livre ou un carnet de la joie, c'est-à-dire que on note dans la journée 2, 3 éléments de joie ou de compassion ou d'altruisme, par exemple. Hein, si on fait l'aumône, hein, je sais qu'en islam, on fait beaucoup l'aumône. Ben, en Occident, on le faisait aussi pas mal auparavant. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Mais le fait d'avoir un geste altruiste va générer en nous également une réaction de compassion et de bien-être qui va venir nous nourrir et qui peut venir donc structurer cette pensée négative qui est en train de se construire à cause d'un trauma vicariant. Donc, ce sont des petits gestes qu'on peut mettre en place pour éviter justement cette souffrance. Pratiquer la gratitude, hein, de la même manière, la gratitude, c'est être en gratitude par rapport à ce que nous vivons, par rapport à ce que nous avons, etc. Et pas par rapport à ce que nous avons envie d'avoir, mais vraiment ce que nous avons déjà. Donc, à nouveau, ça va nous aider à revenir dans le moment présent avec ce qu'on appelle le meilleur soi possible. Diversifier ses activités aussi. Pourquoi? Mais simplement pour justement... Tiens, il y a quelqu'un qui chipote à ma souris, là, je ne sais pas ce qui se passe. Bizarre. Et donc, ah voilà, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui voulait rentrer. Donc, voilà, donc ça veut dire qu'on va essayer de se réorienter vers des schémas optimistes. Donc, exemple, on va travailler sur l'optimisme plutôt que le pessimisme, hein, puisque le trauma vicariant peut vraiment
développer du pessimisme. Et à nouveau, ben, on va essayer de se projeter dans un avenir plus positif que négatif. Comment se protéger du stress traumatique? Ben, on a l'autorégulation immédiate. Je rappelle qu'on a la co-régulation, l'autorégulation. La co-régulation, c'est quand je me fais accompagner par quelqu'un, le thérapeute, ici, un autre thérapeute dans ma thérapie de fond. Donc, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Il faudrait le fermer, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend. Donc, l'autorégulation, c'est quand j'arrive à m'occuper de moi. Quand je vous expliquais le tapping, par exemple, ben, c'est de l'autorégulation. Si je me mets en cohérence cardiaque, c'est de l'autorégulation. Si je fais du shaking, qui est une technique particulière de déchargement du stress, qu'on utilise, par exemple, dans les milieux, notamment de l'armée, etc., eh bien, ça permet de désactiver le réseau très rapidement. Deux, on va débriefer en supervision pour justement aller observer nos propres mécanismes de défense, y compris de déni, par exemple, ou d'amnésie. Et donc, ça va nous permettre d'externaliser la charge émotionnelle afin de la déposer et de ne pas être seul. Tout ce qui est protection neurobiologique, en gros, c'est ce que j'ai déjà expliqué. C'est vraiment les stimulations psychocorporelles qui vont permettre de digérer tout ça. Le temps qui passe. Donc, alors, se protéger du contre-transfert, même chose, prendre du recul émotionnel, faire un travail personnel approfondi, c'est-à-dire vraiment aller voir qu'est-ce qui m'active exactement. Je rappelle qu'on a toujours deux questions à se poser. Quel est le besoin de cette part-là de moi à faire ce qu'elle fait et quelle est sa peur si elle ne le fait pas ou si elle ne le faisait plus? Qu'est-ce qui se passe? Le besoin et la peur. Ce sont deux questions qui vont permettre de repérer les motivations profondes de mon système et de comment je peux m'en occuper. Les supervisions et l'analyse du lien, évidemment, ça permet d'aller visiter, y compris mon lien, et donc peut-être ma propre blessure d'attachement, afin de réparer la partie sauveuse que beaucoup de monde dans le milieu de l'aide ou de la relation d'aide porte. Souvent, quand on est motivé à aller aider les gens, c'est qu'on avait effectivement des manquements ou des manques, et c'est souvent une motivation consciente ou inconsciente, et donc on va aller vérifier s'il n'y a pas encore un petit caillou qui traîne de la chaussure, comme on dit. Donc, se protéger du trauma en tant que tel, ben, c'est donc faire son propre travail d'introspection et d'accompagnement traumatique, et il n'y a pas d'âge pour réparer. J'ai déjà eu des patients et même des collègues qui avaient 70 ans, 80 ans, qui venaient faire un travail de fond. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, ici, euh, par exemple, la semaine passée, j'ai pris conscience qu'il y avait effectivement, il y a un truc qui s'était réactivé chez moi parce que j'avais une grosse fatigue. J'étais fait un travail personnel et demain, je retourne donc à 11 heures faire la suite de mon travail personnel pour me libérer de ce qui se passe afin justement de ne plus porter cette blessure. D'accord? On peut faire, donc, on va aussi rechercher par rapport au trauma, faire bien la différence entre la frontière corporelle et psychique. Donc, ça veut dire que il faut comprendre que le corps et l'esprit sont en lien. Je peux travailler à partir de mon esprit sur le corps et le corps sur l'esprit dans l'autre sens, mais je dois être en conscience que je ne peux pas faire l'un sans l'autre. Donc, si je travaille qu'avec ma tête sur un trauma, vous pouvez être sûr qu'il y aura des traces traumatiques qui resteront au niveau corporel et vice-versa. Ça veut dire qu'il faut vraiment des approches intégratives idéalement. Pourquoi? Mais parce que même si ça a l'air étonnant, on peut avoir des réactions très très fortes. Je me rappelle ici, il y a 1 mois et demi, 2 mois d'ici, j'étais à Mohamedia, je donnais une formation et avec un médecin qui était là, on a repéré qu'il y avait des réflexes archaïques de protection qui étaient actifs. Et suite à son histoire de vie, on a su qu'effectivement, il y avait eu des choses relativement lourdes. Et par exemple, dans le travail que nous avons fait en shaking, c'est une technique particulière où on provoque le tremblement comme après un choc émotionnel. Donc cette personne avait failli perdre un enfant qui a failli mourir. Elle a dû faire une réanimation pendant 5 à 10 minutes. Et pendant qu'on a fait le shaking, à un moment donné, ses mains ont refait le mouvement du massage cardiaque. C'est venu spontanément. Et d'ailleurs, c'était assez étonnant parce que je ne comprenais pas le mouvement qu'elle faisait. Je me disais, tiens, c'est bizarre, ce mouvement. Je ne voyais pas ce que c'était. Et c'est elle qui s'est rendue compte qu'elle était en train de refaire ce même mouvement en se rendant compte qu'elle n'arrivait pas à l'empêcher, que c'était venu spontanément. Et ça a vraiment permis de décharger une grosse partie de cette charge émotionnelle, de ce souvenir qui était toujours actif. Et puis, voilà, j'espère que je la verrai en avril quand je reviens
à Mohamedia, puisque je serai là entre le 7 et le 21, et pour avoir la suite. Je l'ai appelé peut-être une semaine ou 15 jours plus tard pour voir comment elle allait. Et effectivement, ça continue à se décharger. Il y avait plein de choses qui avaient déjà été changées. Et donc, ce sont des charges émotionnelles qui sont portées par le corps qui permettent de lâcher les choses. Par exemple, toujours avec cette technique, j'ai eu un policier qui avait dû abattre un agresseur. Quand on a fait cette technique, son bras a refait le mouvement de dégainer, de tirer pendant plusieurs minutes. Puis ça s'est complètement détendu. Voilà, et j'ai plein de cas de figure de cet ordre-là. L'ancrage somatique, même chose. Donc, on peut s'ancrer avec stimulation de points, on pourrait le faire en hypnose, la respiration. On peut faire aussi un ancrage dans la nature. Hein, si vous allez vous promener dans la nature et que vous aimez les bruits des oiseaux, les bruits de l'eau, etc., ou de la mer, si vous êtes à la mer, eh bien, vous pouvez créer des ancrages qui vont vous permettre de vous récupérer rapidement, y compris en session, pour justement ne pas perdre le lien avec le patient. Et des visualisations de protection, c'est vraiment comme on installerait un EMDR, hein, un lieu de sécurité, un lieu de sérénité, un endroit dans la nature. Ce sont des techniques assez connues de stabilisation qu'on va travailler. Bon, là, je vous ai mis une photo qui m'amusait. Hein, donc, c'était se protéger du trauma en tant qu'aidant. On voit bien le lien ici. Hein, donc, voilà. Vous avez une sorte de petite synthèse. Voilà, vous pourrez relire ça à votre aise, je ne vais pas le lire maintenant, en gros, c'est ce que je vous ai expliqué. Mais donc, il y a des niveaux d'intervention qui peuvent être énergétiques. Énergétique, c'est vraiment stimulation de points pour activer le système sympathique et parasympathique, cognitif, neurologique, etc., avec le tapping, par exemple, psychologique aussi, supervision, connaissance de soi. Et si on arrive à avoir un mix de tout ça, c'est évidemment bien mieux, puisqu'on pourra se protéger. Voilà, j'ai terminé la présentation, en tout cas telle quelle. Donc, nous avons un petit temps de parole, si vous voulez. Et bon, je vous le montre juste parce que j'aime bien montrer cette photo et le choukran. Donc, donc voilà. Et aussi ma citation de Rumi préférée, hein, Don't plant anything but love. Donc, ne sème rien d'autre, ne plante rien d'autre que de l'amour, que je trouve très à propos si on parle de fatigue compassionnelle. Voilà, j'ai un petit temps de questions-réponses. Donc, vous pouvez soit les écrire, soit vous pouvez les poser en ouvrant votre micro. Ben voilà, j'ai un de mes amis psychologues qui m'envoie un message. Il a fini la relecture de mon livre sur le Self-Emotional Balancing. Je suis en relecture, donc il va sortir, j'espère, d'ici quelques mois maximum. J'ai encore une préface d'un psychiatre qui doit arriver. Et donc, j'ai quelques amis psychiatres ou psychologues qui le relisent. C'est une des techniques qu'on a utilisées notamment avec Nawal. En gros, c'est une technique intégrative dans laquelle on a des approches à la fois humanistes, TCC de troisième vague, euh, d'ego states et également de mindfulness qui sont, et psychocorporelles qui sont intégrées. Et c'est vraiment une technique qui a été développée, un modèle qui a été développé pour travailler sur les blessures d'attachement et les traumas complexes. Ben merci Myriam, merci Fatih, merci Jeannette aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez ouvrir le micro hein, si c'est plus facile qu'écrire. Un grand merci pour cette conférence passionnante. Merci Kauta. Euh, voilà. Ben, merci, c'est gentil. Vous pouvez le dire à voix haute, hein, ne soyez pas timide. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Tout simplement. Voilà. Merci, 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 merci. Merci tout le monde. Merci Samia, merci Youssef. Salma, Jeannette. Ah, une question un peu plus haut dans le chat, c'était laquelle? Parce que j'avais répondu, c'était le contre-transfert toujours négatif? Si c'est ça, j'avais répondu. Ou alors, attends. Donc, est-ce que le contre-transfert est toujours négatif? Ça, j'ai répondu à cette question. Après, il y a l'histoire du dentiste, j'ai répondu aussi. Euh, Alors, le traumatisme peut-il influencer le comportement humain? Oui, oui, bien sûr. Hein. Donc bien sûr, le traumatisme va changer en réalité nos comportements. Donc je rappelle que notre système, normalement, notre système est censé digérer un trauma en 1 mois. D'accord? Je ne parle pas d'un deuil. Un deuil humain, ça peut durer de 6 mois à 2 ans. Un deuil relationnel, c'est de l'ordre de 6 mois en moyenne, pour autant que l'attachement soit sécure.
S'il est insécure, ça peut prendre plus de temps. Et donc, si je n'arrive pas à digérer le trauma, c'est là que je vais développer ce qu'on appelle des sous-personnalités. On appelle ça des parts ou des parties. C'est ce qu'on appelle les états du moi. Hein, ce sont des modèles qui sont evidence-based. Et donc, on crée vraiment comme des sous-personnalités. C'est un peu comme des petits bonhommes dans notre tête. Il y a un dessin animé merveilleux qui s'appelle Vice Versa, Inside In, Inside Out, qui est sorti il y a quelques années, qui explique très bien le fonctionnement du cerveau et des mémoires. Et nous fonctionnons effectivement comme ça. Donc, si je ne peux pas digérer, mon système va mettre en place des mécanismes de défense. On appelle ça la dissociation. Premier niveau de dissociation, c'est la souffrance qui va apparaître en lien avec l'épisode traumatique. Cette souffrance, dans les ego states, on appelle ça un fardeau. Et ça se traduit par de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, de la tristesse, principalement. Parfois de la colère, mais c'est principalement angoisse, anxiété, peur, tristesse, qui sont un appel à l'aide. Il faut comprendre que c'est notre cerveau, enfin, une partie blessée, un programme qui appelle à l'aide pour qu'on cherche à l'aider et à le sauver. Mais si je suis trop jeune, c'est-à-dire mon cerveau émotionnel n'est pas encore à maturité, je rappelle qu'il est à maturité vers 25 ans, donc on est déjà un peu plus âgé, que l'environnement ne le permet pas, parce qu'il y a trop de circonstances difficiles, dysfonctionnements familiaux, pays en guerre, etc., ou violences, tout simplement. Donc, je ne peux pas. Regardez ce qui se passe en Iran pour le moment, par exemple. Ça va faire pas mal de dégâts, plus que certainement. Euh, donc, je ne peux pas le digérer parce que mon environnement ne crée pas, ne donne pas une sécurité suffisante. Donc, à ce moment-là, mon système va développer ses sous-personnalités. Si le fardeau ne suffit pas à appeler à l'aide et qu'on n'arrive pas à aider, je vais développer ce qu'on appelle des protecteurs. Et dans les protecteurs, on va avoir ce qu'on appelle d'abord les pompiers. Ça, c'est le deuxième niveau de dissociation. Si je parle de la dissociation structurelle dont on parle habituellement dans les traumas, c'est-à-dire qu'on va avoir des modifications comportementales. Ce sont des mécanismes de défense qui vont chercher à éviter la souffrance. Donc apparaissent les TOC, les ruminations mentales, les addictions, les phobies, les comportements excessifs, hein, workaholic, sexaholic, sportaholic, qui vont au début me distraire de la souffrance, mais la blessure n'est toujours pas réparée. Et donc, beaucoup de thérapies s'occupent du symptôme, pas du problème. C'est pour ça que le symptôme, soit il réapparaît, soit il se déplace sur un nouveau symptôme. Donc, il faut faire attention dans les thérapies plus modernes, qui sont un peu plus neurocognitives, ou qu'on appelle somatocognitives, dont le MDR fait partie, mais le remap, le tapping, le shaking, etc., toutes ces techniques plus modernes, eh bien, on va s'occuper à la fois de ces aspects corporels et cognitifs, de façon à pouvoir décharger le trauma. Et donc, effectivement, je peux avoir ces changements comportementaux parce que ce sont des systèmes d'évitement de la souffrance qui, à un moment donné, eux-mêmes vont dysfonctionner. Donc, je commence à avoir 1, 2, 3, 4 pompiers, hein, de plusieurs TOC, rumination mentale, addiction, phobie. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a un autre type de protecteur qui va arriver, qu'on appelle des managers. C'est des parties très contrôle qui vont chercher à limiter les effets du dysfonctionnement des protecteurs pompiers et qui continuent aussi à réagir. Et donc, ça veut dire que là, on a des vases communicants. J'ai l'un qui diminue, l'autre qui augmente. On peut avoir des polarisations. Ça peut amener la procrastination. Alors, je ne vais pas vous faire une autre conférence, mais c'est un peu ça qui se joue quand on travaille sur les blessures d'attachement et les traumas complexes. C'est qu'on doit travailler au bon niveau d'intervention, pas sur les symptômes, mais sur ce qui se cache derrière. Et s'il y a une blessure d'attachement, c'est la blessure d'attachement qui sera toujours le point de rencontre à réparer, c'est-à-dire la réparation de l'estime de soi, qui amènera elle-même du coup de la confiance en soi, elle-même de l'affirmation de soi. Je peux prendre ma place en étant calme et déterminé, par exemple. Donc voilà, grand changement. Alors, comment diagnostiquer le degré du traumatisme? Alors ça c'est vraiment, ça s'enseigne, hein. Donc en fonction, on parlera d'un traumatisme simple si c'est un épisode unique qui vient s'inscrire dans une histoire de vie où l'attachement est sécure, ou s'il y a eu d'autres épisodes traumatiques et qu'ils ont été digérés, ben, ça peut rester un trauma simple, c'est un épisode unique en général. Si on a une répétition de trauma du même ordre ou d'ordre différent qui sont encore actifs, c'est-à-dire que lorsque j'y pense, j'ai encore des remontées émotionnelles sensorielles désagréables, des mécanismes de défense comme l'évitement, l'hypervigilance, l'hypovigilance, l'hypersexualisation, l'hyposexualisation, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des troubles des comportements, cauchemars, flashbacks, etc. Ben, je sais que là, j'ai affaire à un trauma complexe parce qu'il y a des répétitions.
Et s'il y a blessure d'attachement, c'est d'office un trauma complexe avec blessure d'attachement qui nécessite encore autre chose. Donc, on ne les travaille pas de la même manière. Tout ça, ça s'enseigne. Si vous ne savez pas, les specs, donc à Mohamedia avec Nawal, on donne des formations sur le sujet. Il y a des formations courtes, c'est-à-dire une journée ou 2 jours, et puis des formations plus longues sur les outils qui permettent justement de complémenter votre formation actuelle pour que vous soyez plus à l'aise avec ça. Euh, Truc du sommeil chronique, oui, bien sûr. Le trauma, bien entendu, ça peut provoquer ça. Ça peut être aussi en lien avec la lumière, hein. Donc, il y a plusieurs symptômes à les repérer. Par exemple, en gros, c'est multifactoriel. Donc, mais le trauma et le stress, la gestion du stress sont des piliers fondamentaux. La lumière aussi. Donc, par exemple, si vous avez 3 ou 4 symptômes dans ce que je vais nommer qui sont présents, la lumière est d'office impliquée également. La lumière, là, il y a des appareils particuliers qui peuvent réguler tout ça. Donc les symptômes sont les suivants. On se réveille le matin, on est encore dans le gaz, on a du mal à se lever. On peut avoir des coups de pompe en journée, parfois violents, des avances de phase, on s'endort trop tôt. Parfois, on a des difficultés à aller dormir, réveil pendant la nuit, difficulté à se rendormir, irritabilité, saute d'humeur, problème de concentration, problème de mémorisation, tristesse de fond, parfois accentuée en automne et en hiver, donc toutes les formes d'état dépressif, pas d'énergie, on se sent raplapla, du coup on a des crises de boulimie, libido dans les chaussettes, et pour les femmes, règles douloureuses. Si vous avez 3 ou 4, et la lumière est d'office impliquée, donc ça peut être très aidant, notamment pour tous les états dépressifs, notamment. Alors, il y a toujours aussi des petites interdictions, hein. Donc, si vous êtes bipolaire, par exemple, ça peut faire basculer en phase maniaque, mais c'est d'ailleurs une des façons de le repérer. Il n'y a pas de danger, évidemment. Il suffit de limiter la dose de lumière, etc. Mais donc, ça, c'est tout un petit programme. Vous pouvez m'envoyer aussi un mail hein, si vous avez besoin d'infos. Je rappelle, vous pouvez, via les specs, vous envoyer un mail et je répondrai à votre mail. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme question? Merci Yasmine. Voilà. Alors, Kautar, une petite question. Peut-on vraiment rester empathique tout en se protégeant émotionnellement puisqu'on a mentionné les méthodes? Alors, c'est pas l'empathie que tu vas développer, c'est la compassion. Donc, en compassion, tu es dans cette volonté d'aider l'autre, mais sans être en résonance. Et ça, à nouveau, ça vient de ton attachement sécure. Si ton attachement est sécure, ben, tu as une estime de toi qui amène de la confiance en toi et donc tu prends ta place en t'affirmant, mais sans la moindre agressivité. C'est-à-dire que tu es vraiment centré. Et donc, dans les techniques, on va apprendre, par exemple, si vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a quelques méditations guidées ou sessions d'hypnose guidées sur la compassion, la gentillesse, etc. C'est des choses que vous pouvez faire pour vous-même, hein, ou avec vos patients, par exemple. Ça peut être aidant. Donc voilà, donc effectivement, ça va aider à ne pas basculer dans le contre-transfert. Et si vous repérez que vous êtes dans un contre-transfert, ben, il faut aller questionner ça dans votre travail de fond ou en supervision, parce qu'alors on va aller chercher ensemble ce qui est à l'origine de cette activation et on va aller simplement désactiver le souvenir avec les différentes techniques dont j'ai déjà parlé, par exemple le tapping, le SEB ou d'autres techniques. Et voilà. Et si c'est le patient, ben je vous rappelle que par rapport au patient, ben, on va évoquer ça avec le patient pour lui expliquer que ben, c'est une réaction humaine, hein, parce que comme on parle de l'intimité, hein, même si ce n'est pas nécessairement sexué, l'intimité, eh bien ça crée du lien et donc parfois ça crée des fausses interprétations de ce lien. Parfois le cerveau du patient ou même le nôtre pourrions avoir l'impression qu'on est tombé amoureux ou que le patient tombe amoureux de nous, etc. Alors que ce n'est pas ça, c'est en lien avec l'attachement, la sécurité, et donc on doit juste réexpliquer ça, donner les bonnes grilles de lecture, aller travailler sur ces notions-là pour libérer le patient de ces notions-là, ou nous-mêmes, et ensuite, ça ne nous empêche pas de faire le travail avec le patient, mais au moins ça le met dans une posture vraiment sécure. Voilà. Donc, donc, il n'y aura pas de distance avec le patient en réalité, hein. Donc, si on travaille vraiment sur la compassion, moi, je travaille beaucoup avec la compassion. Par exemple, je travaille un outil que j'aime beaucoup, c'est la thérapie provocatrice, qui est vraiment dans le cœur. Donc, ça a l'air terrible parce qu'on peut dire des choses atroces au patient. Ben, ça a l'air atroce, mais c'est pas du tout atroce. Le patient souvent rit vraiment, hein, parce que notre verbal et le non-verbal ne correspondent pas du tout, hein. Et comme l'alliance thérapeutique est là, le patient se rend bien compte que
on pousse à l'extrême une sorte de raisonnement, ce qui amène une sorte d'absurdité dans la posture, ce qui fait que le patient réalise vraiment que évidemment, sa propre posture intérieure ne tient pas la route, et ce qui permet souvent d'avoir ce qu'on appelle une rupture de pattern, c'est-à-dire que le patient se rend vraiment compte qu'il est dans un mécanisme, mais qu'il n'est pas le mécanisme. Et donc, comme il n'est pas le mécanisme, il n'est pas identifié avec la part de lui qui s'imagine être ceci ou cela. Et donc, ça permet d'amener beaucoup de légèreté dans le travail et beaucoup d'humour dans le travail, mais d'humour qui vient toujours du cœur. C'est jamais de la moquerie, c'est jamais sarcastique, c'est vraiment dans le cœur. Et bon, ceux qui me connaissent le savent, mais vous avez aussi, je pense, des sessions. Il y a une session sur ma chaîne YouTube qui est assez drôle à regarder, qui a changé la vie de la personne, du patient. Je passais mon examen de praticien certifié. Il y avait une centaine de personnes dans la salle. C'est toujours cool de passer son examen devant 100 personnes. Et vous allez voir, la session est très drôle, hein. Si vous tapez thérapie provocatrice, vous le verrez. Alors, vous définissez le contre-transfert comme une réponse émotionnelle inconsciente déclenchée par le patient. Euh, oui, dans quelle mesure le réveil de souvenirs personnels chez le soignant peut-il être utilisé comme un outil thérapeutique plutôt que comme un simple obstacle? Alors là, il faut être très attentif. C'est-à-dire que si on observe qu'on est activé et que ça nous sort de notre posture de neutralité bienveillante, c'est-à-dire que nous sommes envahis par ça, c'est-à-dire que ça me donne envie d'agir d'une façon qui n'est pas dans ma posture compassionnelle, mais dans une posture de sauveur ou d'intervenant. Là, je dois être très attentif. Si vous avez envie d'utiliser ce qui est monté, qui est peut-être des points de rencontre avec le patient, comme un levier, hein, ce qu'on peut faire dans certains types de thérapies, il faut être très prudent parce que parfois, sans le vouloir, si notre posture n'est pas tout à fait juste ou si on n'est pas dans le bon timing, ça pourrait provoquer une remontée de stress chez le patient et voire même un rejet de la thérapie parce que il pourrait être dans des parts qui se sentent forcées, même si ce n'était pas du tout notre intention. Donc, on doit être très prudent de respecter le rythme du patient. Alors, je vous explique un cas que j'ai vécu il y a quasiment 20 ans, oui, il y a une bonne vingtaine d'années. Ça m'est arrivé. Euh, donc, j'avais un thérapeute m'avait comment dire, était en fin de grossesse, donc m'a référé une partie de ses patients, notamment des patients qui étaient un peu plus somatocognitifs, c'est-à-dire vraiment des problèmes, des patients avec beaucoup de problèmes corporels, maladies auto-immunes, etc. Et j'oublierai jamais ça parce que c'était une patiente avec laquelle ce thérapeute-là, justement, cette psychologue, avait beaucoup de difficultés de lien. Et moi, le lien s'est très bien établi, vraiment rapidement. Et donc, j'étais très content de ça parce que je voyais vraiment que la personne arrivait à plus s'exprimer, alors que dans ce que le thérapeute qui me l'avait référé temporairement m'expliquait, la personne parfois pouvait passer des sessions à ne pas parler du tout, hein, complètement prostrée en boule dans le cabinet. Et assez rapidement, deux, trois sessions, la personne se redressait, commençait à plus s'exprimer des choses, etc. Et on travaillait donc avec ces différents outils. Et donc, à un moment donné, donc le thème de la personne, c'était le suivant, c'était que elle avait subi des attouchements incestuels, enfin incestueux plutôt, pas incestuels, incestueux, parce qu'il y avait réellement eu les attouchements. Et donc, c'était très compliqué. Et plus on travaillait, plus elle arrivait à mieux exprimer ses émotions, ses sentiments. On avait pu vraiment rétablir un espace de sécurité. Et donc, c'était vraiment assez positif. Et hélas, je dis hélas parce que je me suis planté, hein, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appris à faire attention. Euh, je me suis dit, tiens, mais peut-être que ce serait un bon moment pour utiliser justement un de ces leviers transférentiels, ici contre-transférentiels. Et donc, dans ma famille, j'ai une de mes sœurs qui a vécu des attouchements incestueux. Et donc j'ai voulu nommer ça en disant que son histoire me touchait évidemment, mais ne me touchait pas de façon à ce que j'étais incapable de gérer mes émotions. C'était que je comprenais vraiment ce qu'elle pouvait vivre. Et j'ai voulu utiliser ce levier en lui nommant le fait qu'à un moment donné, dans la thérapie, ce qu'il faudra peut-être travailler, c'était la notion de pardon. Pas le pardon par rapport à l'agresseur, mais le pardon par rapport à soi-même. Parce que effectivement, dans beaucoup de situations où il y a eu des attouchements incestueux ou par des personnes externes,
ou plus lointaines dans la famille, il est clair qu'un des éléments, c'est la culpabilité que porte la victime et qui très souvent aussi, bon, c'est vraiment des grands classiques quand on travaille sur les traumas de cet ordre-là, qui parfois a pu même avoir du plaisir à cause des zones érogènes, tout simplement, c'est mécanique, et qui évidemment ne se pardonne pas parfois d'avoir été recherché ce type de rapport ou d'avoir ressenti ce genre de choses, même quand, c'était pas, quand ils les ont pas recherchés. Alors c'est un sujet qui est très sensible, hein, donc pensez à stimuler le bord des doigts si ça vous touche. Et donc, je m'étais dit, tiens, mais peut-être que l'amener tout doucement vers le chemin du pardon envers elle-même, déjà, ce serait bien. Et donc, j'ai juste évoqué le sujet. Je n'ai même pas dit qu'il fallait qu'elle le fasse, hein. J'ai juste évoqué le sujet. Mais ça a été trop. C'était trop tôt, en réalité. Donc, après, j'ai réalisé que c'était probablement une part de moi, peut-être qui a voulu l'aider, hein, donc qui est sortie un peu de mon rôle, qui était un peu plus sauveuse que vraiment dans la posture juste. Donc, je suis très attentif à ça depuis, c'est-à-dire que je vais vraiment vérifier que la personne est vraiment déjà bien stabilisée, que le lien thérapeutique s'est construit dans les meilleures conditions possibles et que je vais bien observer d'abord quelle est ma motivation. Est-ce que ma motivation est une envie de faire, d'agir, de faire quelque chose? Si c'est le cas, je ne dois surtout pas le faire. Si c'est plutôt quelque chose qui vient spontanément dans le cadre du travail, etc., et que je pense que la patiente ou le patient pourra le recevoir, alors je peux éventuellement le nommer pour l'utiliser comme un ressort de compréhension de ce qui se passe. Et donc là, c'est vraiment, voilà, en gros, il n'y a pas de recette à 100% fiable. Il faut vraiment se fier à votre expérience. Éventuellement, avant de le faire, peut-être demander à un superviseur, justement, de mesurer un peu quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se passe pour nous en tant que thérapeute, et par rapport au patient, pour voir un peu son son de cloche, et éviter peut-être de faire ça tout seul dans son coin. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que maintenant je fais. Si j'ai le moindre doute, je vais d'abord questionner un de mes superviseurs et je vérifie avec lui, même si je suis moi-même superviseur, on se fait quand même superviser. Et donc, juste pour voir un peu comment il le sent. Et puis, ça permet aussi d'avoir quelqu'un qui peut me poser, par exemple, de bonnes questions par rapport justement peut-être à mes motivations inconscientes, qui seraient peut-être justement d'agir, de faire, et ça, c'est plus ma posture de thérapeute, par exemple. Voilà, alors Marrakech, c'est un beau nom ça, Marrakech. Euh, j'ai écrit un poème sur Marrakech suite au tremblement de terre d'ailleurs. J'ai rencontré un enfant de 6 ans souffrant de dépression infantile liée à un traumatisme, il présente un retard mental, les troubles cardiaque ainsi qu'un retard de développement physique et psychique. Le psychiatre m'a indiqué qu'il se trouvait dans un état de mort psychologique. L'intervention. OK. Alors, bon, donc ici, il faut savoir que j'interviens en institution qui s'occupe de populations avec ce qu'on appelle double diagnostic, c'est-à-dire maladie mentale et retard mental, et souvent aussi en handicap physique. Et au Grand-Duché de Luxembourg, donc je suis formateur, superviseur tout ce qui touche famille et enfants. Donc c'est un secteur que je connais bien. En gros, ici, dans ce que tu décris, il y a certainement des réflexes archaïques qu'il faut aller visiter. Il y a des réflexes ce qu'on appelle le réflexe de paralysie par la peur, le réflexe de protection et le réflexe de Moreau. On donne une formation sur le sujet à Mohamedia au mois d'avril. Donc, je t'invite soit, si tu as l'occasion, fais la formation parce que tu apprendras beaucoup pour accompagner cet enfant. Et puis, à partir de ça, on travaille d'une certaine façon sur ces réflexes pour le sortir du figement. Parce que si on est en freeze, on ne sait pas travailler sur les traumas. Il est effectivement, il est dissocié, hein, c'est ça que le psychiatre est en train d'expliquer. Il est coupé, il n'est pas relié à son corps. Et le retard, y compris le retard, je rappelle, le cerveau est très plastique. On peut récupérer en tout cas des choses. Bon, maintenant, je ne connais pas son histoire complète, hein, donc je ne suis pas un faiseur de miracles, mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent être faites. Et à côté de ça, une technique comme le shaking, justement, une fois qu'il est stabilisé, permet d'aller vider le trauma. C'est vraiment des choses. Par exemple, le shaking, c'est des techniques que j'ai appris à mes propres enfants dès leurs 4 ans. Donc, euh, donc c'est des choses qu'on peut apprendre très jeune et qu'on peut utiliser. Et après, il faut aller évidemment réparer les blessures en tant que telles, mais en tout cas, c'est pas du tout une impossibilité. Mais il y a un plan de traitement vraiment à mettre en place. D'accord. Voilà. Sinon, si tu as l'occasion au mois d'avril, passe aussi peut-être même une supervision avec le cas du patient, si on peut vraiment analyser ensemble comment l'aider au mieux. Mais donc, il y a toutes ces techniques
qui sont là et auxquels tu peux te former aussi notamment. Voilà, alors est-ce que je pense qu'on arrive tout doucement à la fin. Attends, est-ce qu'il faut avoir traité tous ces traumas avant de pouvoir traiter des patients? Alors là, Anna, non. Donc, c'est quasi impossible, évidemment. Tu n'es pas obligé de devenir ni Bouddha ni Bouddhette, ni voilà. C'est en gros. Par contre, ce qui est important, c'est d'être conscient de ces blessures. Si on est conscient de nos blessures, on va aller les travailler dans un travail de fond. Et puis, si on est en moment mis en difficulté avec un certain profil de patient, ben, c'est là qu'on va le référer ou on va aller en supervision, travailler sur ce qui nous touche par rapport à ce patient pour sortir justement de ce contre-transfert, le stabiliser, et à partir de ce moment-là, ben, du coup, je peux accompagner mon patient. Donc, par exemple, dans l'école de formation de la psychothérapie, je co-dirige depuis plus de 20 ans, 20-25 ans, euh, on accompagne les étudiants avec des patients et on les supervise toutes les 2 ou 3 sessions au début pour vraiment vérifier avec eux qu'ils appliquent le bon plan de traitement, les bons outils, etc., la bonne posture. Et ça permet évidemment voilà, de ne pas être triggered, comme on dit, donc déclenché par l'histoire du patient. D'accord? Donc, par exemple, pense déjà à faire ne fût-ce que le bord des doigts lentement, ça déjà, t'aidera à calmer ton propre système. Il y a toujours de temps en temps sur de grands canards là, qui fait coin-coin. Donc, OK. Voilà. Mais donc, Année, je te rassure, non, non. Voilà. Mais par contre, les travailler, ça me semble plus qu'utile, hein. Sinon, tu vas être confronté à des gens qui vont venir tout le temps te déclencher. Voilà. Peut-être dernière question, avec plaisir, Annette. Peut-être dernière question, et puis je propose que euh, en gros, si vous tapez mon nom sur Amazon ou voilà, il y a plusieurs livres. Enfin, je peux le mettre dans le chat, mais il y en a plusieurs, hein. Il y a EFT Clinique, c'est chez Dangle. Il y a EFT Tapping qui reprend plusieurs techniques, c'est aussi chez Dangle. Il y a TEP, c'est thérapie provocatrice, également chez Dangle. Là, je suis co-auteur. Il y a un livre de cas, ça c'est chez Edilivre, c'est un livre de cas, mais vous le trouvez, livre de cas. Je ne connais plus par cœur le titre, c'est chez Edilivre. Euh, Ça existe aussi en anglais, donc il y a Clinical EFT en anglais, vous le trouvez sur Amazon. Et il y a le livre SEB, mais il n'est pas encore sorti, donc on est en dernière lecture. Self-Emotional Balancing, qui est vraiment très très complet il fait plus de 600 pages, hein, donc pour vraiment de l'accompagnement de A à Z, vraiment comment travailler, recevoir les patients, etc., à sortir bientôt. Voilà. Et donc mon nom, c'est ça, qui est Rayman. Certains livres ont été coécrits avec Brigitte Ansoul, comme ça vous pouvez la trouver. Et un autre avec Steve Wells aussi, qui a été traduit en français et coécrit. Voilà, ça c'est la thérapie provocatrice, par exemple. Voilà. Et puis c'est déjà pas mal, hein. Donc, voilà. Donc les détails, il faut contacter les specs. Donc c'est vraiment Nawal El Fassi. Je vais vous mettre son mail, comme ça vous l'avez. Attendez, je vais juste le récupérer ici. Donc El Fassi. Hop, voilà. De nouveau, décidément. On a un petit. Voilà, donc ça c'est le mail de Nawal. Sinon, vous pouvez aussi me l'envoyer à moi et moi je transférerai à Nawal si vous voulez. Donc voilà, je peux aussi faire comme ça. Voilà. Comme ça, vous avez les références. Il y aura le replay de toute façon aussi de la conférence, je pense. Voilà. Eh bien, si nous avons terminé, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bon courage pour la suite du Ramadan. Et puis, voilà, prochaine conférence, je vous dis la date. Alors, la prochaine conférence, ça sera le vendredi 6 mars, toujours à la même heure. Et ça sera, la thématique, ça sera en quoi l'émergence des neurosciences
bouleverse-t-elle les approches thérapeutiques? Donc, on parlera justement de certaines de ces techniques nouvelles. Voilà, peut-être qu'on aura l'occasion de faire même une petite démo si on a si ça se prête. Voilà, donc c'est le 6 mars et les autres dates, vous aurez le 12 mars. Et le 12 mars, c'est sur l'impact des troubles de l'attention dans les relations professionnelles. Donc, c'est le TDAH et la non-intégration des réflexes archaïques, justement. Bon, là, c'est plutôt le milieu entrepreneurial. Mais bon, ça, c'est kiff-kiff, bourricot, comme on dit, pour les gens dans leur vie privée. Et alors, le 17 mars, le mardi 17 mars, la prise en charge des addictions. Donc, on parlera un peu de tout ça. Et éventuellement aussi, si ça s'y prête, on regardera un extrait d'intervention peut-être une mini démo. Voilà, donc merci à tout le monde, une bonne fin de soirée, bon repas pour ceux qui n'auraient pas encore mangé et bonne continuation de Ramadan et à tout bientôt. Je vous remercie beaucoup de votre participation et de vos questions qui étaient vraiment intéressantes également. Merci beaucoup. Voilà, merci.